Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Frédéric Pichot, je suis au support Microsoft. Et il y a une petite erreur dans votre programme, je ne vais pas parler de BI parce que j'y connais franchement rien. Et le but c'est parler du memory, in-memory ou LTP. Et j'ai sous-titré ça la Formule 1 vue des stands. Parce qu'on se rapproche de plus en plus d'une Formule 1 vu son mode de fonctionnement. Alors, je voudrais d'abord remercier nos sponsors. C'est l'étape obligatoire, mais sans eux, il n'y aurait pas de journée SQL Server. Et on va passer par l'agenda. Donc, on va faire un rapide tour sur qu'est-ce que c'est que Hekaton. Hekaton, c'était le nom de guerre, en particulier du in-memory. On va regarder un peu les tables et index, comment on y accède, et puis quelques idées sur la mémoire, les storage et le Q&A. Bon, normalement, ça, c'est une présentation que je fais à peu près en 2h30. Donc là, j'ai essayé de condenser un petit peu. Donc, désolé que les slides sont en anglais. Il y a pas mal de slides qu'on va passer. Il y en a qui sont cachés. Mais comme ça, vous les aurez, vous, quand vous voulez télécharger les présentations. Et on va regarder. Combien d'entre vous connaissent déjà Hekaton? Levez la main. Allez, levez la main, là. Bon, pas tant que ça, donc on va quand même faire une entrée en matière. En 3 ans, vous auriez pu. Alors, le projet Hekaton, c'est le nom pour ajouter le in-memory, la technologie in-memory, pour booster les performances du workload OLTP dans SQL Server. Ça ne s'adresse vraiment qu'à l'OLTP, d'accord? Et c'est complètement intégré à SQL Server. Ce n'est pas un truc qui a été lancé parce que X ou Y faisait du in-memory. C'est un projet qui a vraiment été mis en place par Microsoft Research, qui a sorti des papiers là-dessus de façon générale et qui l'a intégré dans SQL Server. Qu'est-ce que c'est? On a des memory optimized tables et index. Tables et index, ça veut dire qu'elles sont mises en mémoire, mais ce n'est pas que le but de mettre en mémoire. Elles ne sont plus dans le buffer pool de SQL tel qu'il est au jour d'aujourd'hui. Elles sont dans un espace mémoire à côté. C'est aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des procédures stockées compilées en mode natif. Qu'est-ce que c'est? Au jour d'aujourd'hui, une procédure stockée, vous la créez, create procédure toto. Elle est stockée sous un format, je dirais, pré-compilé, mais qui n'est pas en fin de compte de la vraie compilation. Et quand on va l'exécuter, on va faire une espèce d'interprétation de ce code. Là, c'est quoi? C'est on va faire une procédure, il y a un compilateur qui va la traduire en C, qui va la compiler, et elle va être chargée dans une DLL. Donc la procédure en elle-même, c'est un vrai code qu'on exécute dans une DLL. Donc on va gagner pas mal de temps de ce côté-là. Quel est le premier but d'Hekaton? Ce n'est pas de mettre in-memory. Ça, in-memory, on savait déjà faire avant. C'est d'enlever les goulots d'étranglement qui sont dus à ce qu'on appelle les latches et les locks. Les latches, c'est quoi? Les latches, c'est un système de verrouillage interne à SQL, quand on accède à un buffer, quand on accède à un certain nombre de structures. Les locks, c'est le système de verrouillage traditionnel en base de données relationnelles pour gérer les accès concurrents multi-user. Hekaton, son but, c'est ne plus utiliser de latch et de lock. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que c'était là le goulot d'étranglement de la grande performance en OLTP. Quatrième point, Hekaton est complètement intégré à SQL Server. Ce n'est pas un produit à part, ce n'est pas des DLL à part, ce n'est pas des choses à part, c'est vous installez SQL, vous avez Hekaton dedans, en fonction du mode de licence que vous avez choisi. Et donc, c'est complètement intégré. En quoi c'est complètement intégré? C'est complètement intégré à Always On, c'est complètement intégré au backup, c'est complètement intégré aux outils d'administration. Voilà, ça fait partie complètement de la vie de SQL Server, même dans le cloud. Ça, c'est la structure d'un SQL Server au jour d'aujourd'hui, avec des tables, des index qui sont dans le buffer pool, qui sont sur disque, dans les file groups, et dont on tient les mises à jour au courant dans le transaction log. Que fait Hekaton? C'est un autre espace mémoire, comme je vous l'ai dit, avec un autre file group. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille en mémoire que nos données ne sont pas sauvegardées. Donc on peut avoir 2 modes de fonctionnement avec Hekaton, des tables dont les données sont volatiles et des tables dont les données sont
comme toute autre table, sauvegardée, c'est-à-dire récupérée lors d'un démarrage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les tables ne sont plus dans le buffer pool, et les deux tables se retrouvent dans cette partie de mémoire, avec leurs index. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes index. Pourquoi? Parce que déjà, les index ne sont pas stockés dans le file group. La table est in memory, l'index est construit automatiquement quand la table monte en mémoire. Donc, pas besoin de sauvegarder l'index. Si on n'a pas besoin de sauvegarder l'index physiquement, on n'a pas besoin des informations sur l'index au niveau du transaction log. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est complètement intégré. Donc, avec notre interpréteur Transact SQL normal, on peut accéder aux tables in memory. C'est ce qu'on appelle le mode query interop. On peut travailler avec les tables normales, disk base, buffer pool, et les tables in memory. Mais on a aussi la notion de native store proc. Je vous ai dit qu'ils sont compilés à part. Elles sont générées dans une DLL à part. D'accord? Elles accèdent aux tables in memory. Mais elles vont redonner encore plus de puissance à l'accès à ces tables. On a des tables qui sont durables. Donc durable, ça veut dire que le schéma de la table et les datas existent. Donc elles sont dans le file group. Et on peut avoir des tables non durables. Ça, c'est nouveau avec SQL. Avant, on n'avait pas de table non durable. Les tables non durables, ça veut dire que là, il n'y a vraiment aucune écriture sur disque. Parce que de toute façon, quand on redémarre, elle est recréée. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être une table d'état du service. Ben, ça part toujours de 0. Et après, il est, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des tables non durables. On peut en avoir besoin. Alors, on va faire une petite démo. J'espère que ça va fonctionner. Bon, c'est la démo classique pour ceux qui l'ont déjà vue. Voilà. Donc là, j'ai créé une base. D'accord? Normale, avec une table de tickets de réservation. Donc je dois avoir une application, quelque part. Voilà. Je vais modifier quelques options, pour que ce soit un peu plus visible. Donc là, je vais créer en fin de compte un système où j'ai 40 threads qui vont attaquer la base de façon intensive. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, à chaque fois, récupérer des numéros de tickets de réservation et en créer des nouveaux. Mais à chaque fois, il faut regarder les anciens. Donc il y a de la lecture, il y a de l'écriture, écriture. Lecture, écriture. Je lance. Voilà. Là, on est en mode de fonctionnement normal. On voit qu'on tourne dans les 4000 transactions par seconde. On devrait sans doute stabiliser peut-être un peu en dessous. Mais ce qu'on voit en dessous, surtout, c'est l'utilisation du CPU et l'utilisation des latches. Là, on est bloqué par les structures internes. Donc là, on commence à redescendre et on va stabiliser entre 2000 et 3000. Donc je vais l'arrêter. Et je vais passer dans un premier mode. C'est ce qu'on appelle le mode interop. C'est-à-dire que je vais créer le file group qui va bien, à moins qu'il ait déjà été créé, je vais voir. Je vais quand même vérifier. Properties, file group. Non. Donc je vais créer le file group qui va bien, le file group supplémentaire pour mettre mes tables in memory, d'accord? Et je vais créer mes tables en leur précisant, là, memory optimized et schéma et data. Ça veut dire que celle-là, c'est schéma et données que je veux conserver. Je ne suis pas sorti de mon application. Donc je redémarre mon application. Voilà. Là, le gain. Je ne fais plus de latch. J'utilise beaucoup plus mon CPU. Et au niveau transactions par seconde, je suis passé à peu près de 3000 à peu presque 30 000. D'accord? Donc on va stopper. Et maintenant, on va passer en mode natif. Là, par contre, ce ne sont que les store proc sur lesquels je rejoue. Mon PC étant limité de puissance, c'est un laptop passé par Microsoft, donc comme il est assez limité, je n'aurai pas un gain de puissance énorme. Mais sur des machines ayant beaucoup plus de CPU,
on peut espérer un gain important. Donc je le lance. Vous avez vu la longueur des commandes, hein? C'est vachement long pour modifier. Hein. Je passe ici et je redémarre. Je ne suis toujours pas sorti de mon application. Et là, j'ai encore un autre gain de performance. Donc le but de Hekaton, c'est ça. Ce n'est pas de mettre des tables en mémoire, c'est d'enlever la concurrence d'accès et de profiter au maximum de la puissance de la machine. Bon, on va arrêter ce petit jeu. Je vais vite, mais il y a beaucoup de choses à dire. Les tables et les index. Les tables et les index, voilà un exemple de syntaxe de création. Qu'est-ce qu'on crée? On crée une primary key et on peut créer des colonnes avec des index, comme on faisait avant. On n'est pas obligé d'en mettre sur toutes les colonnes, on peut faire des index multicolonnes, etc. Qu'est-ce qui change? Il change que dans la création de ma table, j'ai un memory optimized on, j'ai la durability, schema and data ou schema only, et j'ai des index de type hash. Qu'est-ce que c'est qu'un index de type hash? Un index de type hash, c'est un index sur lequel j'applique une fonction sur la valeur et elle me donne un résultat. Ce résultat, il est entre 1 et n, n étant en fin de compte le nombre de résultats possibles que je peux avoir. C'est ce qu'on va appeler le bucket count. Donc bucket count, ici, il est à 100 000, c'est-à-dire que quelles que soient les valeurs que j'aurai sur mon nom, j'applique ma fonction et j'aurai un résultat qui sera entre 0 et 999 999. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme c'est une fonction de hashing, je risque d'avoir des collisions. Ce ne sont pas des valeurs uniques, c'est une fonction de hashing. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas où ça va tomber. Là, je prends un exemple. J'ai mis un bucket count à 8. Bon, je ne vous le conseille pas, hein, à moins que si vous n'ayez que 8 valeurs dans votre table, mais c'est un peu léger. Quand j'applique mes fonctions sur les différentes valeurs, je vais avoir des résultats. La fonction appliquée à Jean, ça me donne 0. Mais je sais toujours que mon résultat, il sera entre 0 et 7. Parce que j'ai défini un bucket count à 8 et la fonction, elle est construite en fonction de ça. D'accord? Par contre, je vois que ici, Nice et Toulon, eh ben, ça donne le même résultat 5. Et je peux en avoir d'autres. D'accord? Quelle est l'idée? Eh ben, l'idée, ça va être de trouver le bucket count qui évite le maximum de collisions sans être le plus gros possible. Pourquoi? Ben, parce que ce bucket count, il va prendre de la mémoire. C'est ça la notion de hash in memory. Cet index, il n'existe pas sur disque. D'accord? Donc il est reconstruit quand on ramène les données en mémoire et il évolue au fur et à mesure de l'évolution des données. Donc là, on a une hash collision. Comment ça se passe au niveau des données? Dans Hekaton, je ne stocke pas mes données en page, je ne les stocke pas comme dans un index normal, par ligne. D'accord? On a vu déjà qu'on a la fonction de hashing pour accéder aux données. Le plus important, pour aller le plus vite possible, c'est qu'en fin de compte, je vais les stocker, mes données, par durée de vie. C'est-à-dire que je vais dire, quand je crée une ligne, elle a été créée à tel temps, telle transaction, tel timestamp. Et quand je la crée, eh bien, elle est valable de la transaction, pour simplifier, j'ai mis 50, de la transaction 50 jusqu'à l'infini. Je l'ai créée à 50, toutes les transactions qui étaient avant 50 ne peuvent pas l'avoir. Toutes celles qui sont après 50 peuvent l'avoir. Ce qui est valable pour tout, ici. Quand je fais un update sur une colonne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que mon champ infini, ici, je le mets à la valeur de la transaction qui a fait l'update. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle n'est valable qu'entre la transaction 100 et la transaction 200. Celles qui ont démarré avant ne peuvent pas l'avoir, celles qui vont démarrer après 200 ne peuvent pas l'avoir, telle qu'elle est là. Pourquoi? Parce que c'est Jules à Paris. Et que moi, j'ai fait Jules à Nice, qui a pris l'avion. Donc, et je crée une nouvelle ligne qui, elle, démarre en transaction 200 et qui s'appelle Jules et Nice. C'est quoi qu'il y a derrière tout ça? C'est-à-dire que je ne vais jamais modifier mes données. Donc, je n'ai pas de risque de collision d'aller modifier mes données. Mes données, elles sont linéaires. Je remplis mon verre au fil de l'eau. Et je ne fais que de le remplir. Alors, bien sûr, il y a des process en background qui vont refaire du ménage. Qu'est-ce qui se passe quand je supprime une ligne
Laura Toulon, je l'ai supprimée à la ligne 250. Eh ben, Laura Toulon existe toujours, mais de 90 à 150. Après 150, ils ne la verront plus. D'accord? Jules, Paris, après 200, on ne le voit plus. Donc on est toujours en mode linéaire. Plus on sera linéaire, plus on ira vite. Alors bien sûr, après, on met à jour les pointeurs entre chacune des structures. Un nouveau type d'index aussi, qui est aussi un H-index, c'est comment est organisé un non-clustered index. Ce n'est pas un B-tree, c'est ce qu'on appelle un BW-tree. Pourquoi? Parce que la différence, c'est qu'on ne pointe plus sur une page physique, on pointe sur une table de correspondance d'adresse. Cette table de correspondance d'adresse va nous donner une adresse en mémoire dans laquelle il y a un endroit où il y a notre enregistrement. C'est une adresse physique. Enfin, physique. Non, pas physique, en virtual memory quand même. On n'est pas redescendu jusqu'au physique. Mais l'idée, c'est qu'en fin de compte, je ne modifie jamais rien. Je ne fais que des allocations d'adresses et je mets mes données dedans. D'où la différence avec un index B-tree standard qui, lui, pointait sur une page physique. D'accord? Avec le file ID, la page ID et le row ID dans la page. Quelques limitations. On est dans la V1. Un jour, peut-être, Seuran verra venir la V2. Optimize for high throughput OLTP. Donc, il n'y a pas de trigger. Beaucoup de gens disent « Ah ouais, c'est une grosse limitation, pas de trigger. » Mais si vous avez une table avec de la contention, vous croyez que c'est bien d'avoir des triggers dessus? Moi, je ne crois pas. Donc, on peut s'en passer. Certains types de données ne sont pas traités. XML, CLR, LOB, varchar de max, var binary de max. Les enregistrements sont limités en taille. Pas de foreign key, pas de check, pas d'alter table. Donc tout ça, c'est des limitations. C'est des limitations qui paraissent importantes comme ça, mais qui en fin de compte peuvent sauter assez vite. Maintenant, le dev travaille dessus sur la V2, et il y a un certain nombre de ces limitations qui pourraient sauter, qui vont sauter, qui sauteront. Comment on accède aux tables en mémoire optimized? Deux moyens d'accès, par l'interpréteur Transact SQL normal, par les store proc. Par l'interpréteur normal, c'est le mode interop. Suivez quand même. Et on accède à ce moment-là aux données in-memory et aux données qui sont disk-based. On peut faire des jointures entre les deux. Bon, dans la V1, il y a quelques limitations sur les types de jointures. Mais on peut le faire, ça marche. Par contre, c'est un peu moins performant. Quand on est en native store proc, on profite de toute la puissance. Mais là, par contre, on n'accède qu'aux tables qui sont in-memory. Alors, chose que je n'ai pas dit, mais qui est sous-entendue, on peut créer plusieurs tables in-memory. On n'est pas limité à une seule. On peut en créer plusieurs par base. Quand est-ce qu'on utilise l'un des modes? Eh bien, plutôt dans les ad hoc queries, pour le premier, les queries de style reporting, et dans le deuxième, eh bien, quand on est vraiment dans la partie OLTP, insert, update, delete, insert, update, delete, insert, update, delete, ou delete, update, insert, comme vous voulez. Mais à fond la caisse. On est dans une Formule 1. Quelques designs de considération. Donc là, je vous ai mis, parce qu'on n'a pas le temps, on ne va pas passer par tous les points, mais quand utiliser un style de procédure, quand utiliser plutôt l'autre. D'accord? Quand on fait du ad hoc, on est plutôt dans le non-native. Pour la performance, on est plutôt là. Quand on est dans la migration, on est plutôt ici. Et doucement, on passe dans la deuxième partie. D'accord? On a vu, on l'a dit en tout cas, même si on ne l'a pas vu, qu'il y avait un certain nombre de limitations là dans le support des Transact SQL. Il y a des fonctions qui, au jour d'aujourd'hui, dans la V1, ne sont pas supportées, du type like. Enfin, on fait rarement du like sur une table où on a de la contention, non aussi, hein, je crois. Mais bon, pourquoi pas. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont bloquées. Donc ça, vous les prendrez, vous testerez et vous verrez à tête reposée comment ça marche.
Les statistiques, vous savez qu'il y a des pages de statistiques qui sont créées sur chaque index. Il y a des pages de statistiques qui sont créées sur les H-index. Attention, les statistiques sont utilisées à partir du moment où je crée ma storeproc, où ma procédure en mode native est compilée. Quand je crée ma table, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'alter, donc je fais un create table, donc je pars d'une table vide. La table vide va se remplir. D'accord? Au fur et à mesure qu'elle va se remplir, les statistiques ne sont pas mises à jour. Ce n'est pas comme une table normale. Il va falloir penser à les mettre à jour, par contre. Quand est-ce que les procédures natives utilisent les statistiques? Quand elles sont compilées, quand elles sont créées, mais aussi quand le serveur redémarre. Et aussi quand la base est prise offline et online. Ça peut être un moyen aussi de se dire, je vais mettre à jour toutes mes procédures en mode natif. Mais pas quand les statistiques sont mises à jour. Si je mets à jour mes statistiques, il faut que j'aille mettre à jour. J'ai peut-être besoin d'aller mettre à jour mes procédures en mode native. Quand est-ce qu'on crée les statistiques? Ben, il faut qu'il y ait un certain nombre de données dessus. Hein. Si je crée sur une statistique sur une table où il n'y a rien, ben, le résultat ne sera rien. Isolation level. 3 modes isolation level importants. Snapshot, repeatable read, serializable. Ça, c'est la description de comment ça fonctionne. Normalement, vous les connaissez par cœur. Maintenant, il y a des compatibilités entre les tables qui sont in-memory et les tables qui sont disk-based. Donc là, je vous ai mis un tableau récapitulatif de ce qui est compatible entre l'un et l'autre. Attention si vous utilisez des frameworks de développement. Certains frameworks forcent des modes d'isolation level. Donc vous risquez de tomber dans une incompatibilité. Mais il y a des solutions. Ce qui est important de voir ici, par exemple, c'est qu'on a deux séries d'options qui ne sont pas autorisées. Snapshot sur disk base, on ne peut pas accéder à une memory optimized table, quel que soit le mode d'isolation level. Repeatable read serializable sur une disk base, on ne peut pas accéder en repeatable read et serializable sur une memory optimized. Donc ça peut être des petites contraintes en termes de développement. Quelques guidelines. Il n'y a pas de locking hits. On ne peut pas mettre table lock, page lock. D'abord, je ne peux pas mettre page lock. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de page. Bon, donc c'est mieux. Attention au retry logic. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un mode locking pessimiste. Pessimiste, c'est quoi? Est-ce que le serveur aujourd'hui, il est pessimiste? Il n'a pas le moral. Il est en France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va poser un lock, quoi qu'il fasse, parce qu'il pense que quelqu'un d'autre va venir toucher à son portefeuille. En fin de compte, ce n'est pas toujours vrai. Le mode optimiste, c'est quoi? C'est je laisse mon portefeuille ouvert, c'est-à-dire que je ne pose pas de lock. Et si quelqu'un met la main dedans, je lui tape sur la main. C'est ça le principe. Donc on passe d'un mode pessimiste à un mode optimiste. Le but, c'est d'enlever les locks, c'est d'enlever les latches. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je risque quand même d'avoir un conflit. Et quand il y a un conflit, eh bien on le règle à l'amiable. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui se fait zigouiller. Et c'est pour ça qu'il y a une retry logique. Donc pensez à mettre dans vos programmes les retry logiques. De toute façon, vous en avez déjà mis, puisque vous avez traité le problème des deadlocks. Donc des retry logiques, vous en avez déjà. Donc il faut les mettre. Il faut les mettre dans les storeproc. Avoid using long-running transaction. J'ai même honte de l'écrire, parce que j'espère que c'est ce que déjà vous faites. Transaction in the level peut être définie au niveau de la syntaxe atomique. Quand je crée ma transaction en native, il y avait un petit truc qui disait atomique et je pouvais mettre mon isolation de level. Donc au niveau de la storeproc, c'est là où je peux le mettre. Maintenant, on peut le mettre au niveau d'un table int. Dans un cas d'une jointure, je peux dire que pour telle table, j'ai telle isolation level et pour telle autre table, j'ai telle isolation level. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça.
Donc je peux le faire au niveau de la table. Et puis il y a un paramètre qui est sympa, qui est un database option, qui s'appelle Memory Optimized Elevated to Snapshot. Quel est l'intérêt? C'est que c'est SQL Server qui va essayer de déterminer quel est le meilleur isolation level par rapport aux accès que vous faites dans la base. Ce qui fait que si vous avez peur de ne pas savoir quoi mettre, lui, il va essayer de trouver la meilleure solution. Dans une phase de migration, ça peut être très intéressant. Isolation Read Committed, c'est supporté uniquement sur les tables en memory en autocommit. Autocommit, c'est quoi? C'est je me connecte avec SQL Server Management Studio, je fais insert toto, je n'ai pas besoin de faire un begin tran, je n'ai pas besoin de faire un commit. Je suis en autocommit. Ce n'est pas supporté en mode explicite et implicite. C'est quoi le mode explicite? Explicite, je fais begin tran, insert toto, commit tran. Le mode explicite, c'est quoi? C'est un mode que vous positionnez à la connexion. Ça veut dire que vous faites insert toto, ça crée une transaction. Il faut que vous fassiez derrière un commit ou un rollback. S'il n'y a pas de commit ou de rollback, la transaction reste ouverte. Ça, c'est les 3 modes de fonctionnement avec SQL. Hein. Ce n'est pas une nouveauté. C'est comme ça depuis très longtemps. Donc là, je vous ai mis ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire en fonction des modes d'isolation level et en fonction du mode de transaction. Pareil, à lire à la maison le soir. La mémoire. J'en ai pas beaucoup. Au niveau taille, pour une table in-memory, on va compter à peu près 2 fois le data size. Parce que c'est bien de mettre des tables in-memory, mais il va bien falloir quand même acheter les cartes mémoire qui vont avec. D'accord? Les disques, vous pouvez toujours en rajouter des disques. Les cartes mémoire, peut-être pas tout le temps. Donc il va falloir quand même à un moment calculer, à un moment ou à un autre. Bucket count. Le bucket count est vachement important. Parce que pour chaque index, le nombre de buckets que vous allez déterminer comme étant les résultats possibles, à chaque fois, il va y avoir un pointeur associé. Donc le nombre de bucket count multiplié par la taille des pointeurs. Configuration, ressources governor, c'est quoi? C'est au niveau de votre configuration de SQL Server, vous allez déterminer la mémoire allouée à SQL Server. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser le ressources governor pour surveiller cette mémoire. Quand vous arrivez à la fin, que votre mémoire n'est plus disponible, parce que les tables ont trop grossi, vous allez avoir des problèmes, les transactions ne vont plus passer. Donc le ressources governor est un très bon outil pour justement surveiller et lancer des alarmes quand ça grossit trop sur le in-memory. Attention, le in-memory, comme j'ai dit, c'est limité. Le but n'est pas de monter des grosses tables en mémoire, le but c'est d'enlever de la contention. Gardez ça en tête, en mémoire, pourquoi? Donc, monitoring, les DMV, tout ce qui est bon pour monitorer la mémoire et regarder ce qui se passe, de telle manière à avoir un serveur stable, ou au moins stable, et être sûr de ne pas se faire déborder. Alors là, on peut rentrer dans le détail. C'est un exemple, je vous le mets, vous pourrez le décortiquer à la maison après l'autre. C'est quoi? C'est une table relativement standard avec des champs, et vous allez voir comment on peut calculer quelle est la mémoire estimée pour une table. Donc cette table, elle a 1 million d'enregistrements, j'ai sa structure, je sais qu'elle a 1 million d'enregistrements, j'ai un varchar, nvarchar, je sais qu'en moyenne, il fait 78 caractères, et bien j'ai 2 index, donc je vais pouvoir calculer le pointeur C8, la taille de mon index, etc. Quand j'ai mis un index ici qui est un 1 million, je me mets à la puissance de 2 le plus proche de l'index. Ça, c'est SQL Server qui le fait pour vous. Donc là, je vous ai donné un exemple. Maintenant, vous pouvez construire votre petite feuille Excel, mettre vos tables et faire le calcul de la mémoire qu'il vous faudra. Donc pour une table comme ça, à peu près 1 million d'enregistrements, il me faudra à peu près 250 mégas en mémoire. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça c'est à vous de voir. Mais c'est bon de le prévoir. Il y a quelques outils,
style AMR, etc., ARM, pardon, qui permettent de calculer en avance la mémoire que ça pourra prendre. Bucket count. Le bucket count, il doit être normalement positionné à peu près 2 fois le nombre de distinct values de la key. Pourquoi 2 fois? Pour éviter d'avoir trop de doublons. Sachant que comme c'est une fonction de hashing, même si j'ai que des distinct values, je pourrais avoir des buckets vides et des buckets avec des doublons. Ça, je ne peux pas le contrôler. D'accord? Donc, on va faire une balance de la mémoire entre la mémoire allouée au bucket count et la mémoire de nombre de distinct values. Le plus grand il est, le moins de risque normalement de collision on a. Quelques tips. Quand vous créez votre table, vous pouvez la créer vide. Vous pouvez utiliser cette vue qui permet de savoir, et après même durant sa vie, quelle est la taille, quelle est la vie de cette table in memory. Et vous donner des informations sur les évolutions. Ça, c'est à faire avec des workloads de test sur les systèmes de test. Évitez de faire ça en production. Au niveau versionning, c'est quoi le versionning? Eh bien, on a vu tout à l'heure que quand on faisait un update d'un enregistrement, il y a un moment où je vais avoir 2 enregistrements qui existent. Parce que j'ai un qui est de la transaction 50 à 100 et l'autre de 100 à l'infini. Donc, j'ai une notion de versionning. Le 50 à 100, quand je suis passé au-delà de 100, une fois que le garbage va passer, il va le nettoyer. Mais pendant un certain temps, je risque d'avoir des lignes qui vont être dupliquées. Donc, il faut compter à peu près 2 fois un versionning de 2 éléments. Donc, vous allez calculer, en fin de compte, le nom important, c'est le peak number of row update or delete per second. Pourquoi? Parce que quand je delete un enregistrement, il n'est pas supprimé tout de suite. Il y est encore. On change juste sa date de fin de validité. Il n'est plus consommable, il est périmé. Si vous anticipez un grossissement de la table de 10%, tous ces chiffres, il faut les multiplier par 1.1. Donc, vous avez les slides, prenez le temps de regarder ça, mais ça va vous donner des informations sur comment gérer votre mémoire. Le storage. Parce que c'est bien beau tout ça, mais on doit avoir des données qui sont durables aussi. Ce n'est pas parce que c'est une memory que j'ai le droit de cracher. Il ne faut pas oublier que Hekaton, il est acide. D'accord? Et c'est pas qu'il fait mal à l'estomac, hein. C'est qu'il est acide dans le mode transactionnel. Et on veut des données durables. Si mon serveur crache, je veux être sûr que mes dernières transactions, je les retrouve bien. Donc tout ça, on va créer ce qu'on appelle un conteneur. Vous savez, le petit file group qu'on a dit qu'on rajoutait. Entre parenthèses, ce file group, il est valable pour une base, pour toutes les tables in memory de la base. C'est le même file group qui est utilisé. Vous ne pouvez pas créer 2 file groups, un par table. D'accord? Il va être constitué d'un certain nombre de fichiers. Un root file, qui le décrit, et puis des data files et des delta files. Qu'est-ce que c'est que les data files? Les data files, c'est là où on va mettre les enregistrements. Comment on mettait les enregistrements? Les uns derrière les autres. Je les empile. Je ne cherche pas à comprendre. Le delta file, c'est quoi? Eh bien, c'est ça qui va tenir compte des enregistrements qui sont modifiés, supprimés. Mais je n'ai pas d'enregistrement supprimé. Je n'ai pas d'enregistrement modifié, pardon. Je n'ai que des enregistrements supprimés. Une modification, c'est je supprime, j'insère le nouveau. Donc, dans le data file, je ne fais que insérer. Dans le data file, je ne marque que ceux qui sont supprimés. D'accord? Le but, c'est d'avoir le minimum de choses. Donc, on va mettre le minimum d'informations là-dedans. Pour chaque data file, on a un delta file qui va représenter les modifications qui ont été faites. On va essayer d'être un peu plus clair, parce que j'en vois qui ont des doutes. Je crée mes transactions, j'insère. Donc, je vais créer dans le data files transaction de 100 à 199.
C'est plus le numéro d'enregistrement maintenant, je m'en fous. C'est des vies, c'est des durées de vie. D'accord? Et etc. Transaction par transaction. Je ne fais que empiler dans mes data files. Mes delta files, eux, vont tenir compte de ce que j'ai supprimé. J'ai supprimé ce qui était en 150, et bien ça va marquer, ça va dans le delta files qui est à côté du data files entre 100 et 199. And so on, and so on. Il y a un processus qui s'appelle l'offline checkpoint, qui se base sur le log, qui va lire le log et qui va gérer ces opérations pour, pas pour vous, parce qu'on ne vous demande pas de le faire, mais pour SQL Server. Donc ce n'est pas l'utilisateur qui paye le coût de ça. Le but, pour l'utilisateur, c'est aller le plus vite possible. Donc c'est le processus en background qui va faire ce truc-là, et c'est ce processus, le checkpoint, qui est responsable de remplir les data files et les delta files. Maintenant, vous allez me dire, au bout d'un certain temps, il y a des trous, il y a du gruyère. Pourquoi? Parce que les delta files ont grossi. Plus je vais supprimer d'anciens enregistrements ou modifier d'anciens enregistrements, plus les data files vont grossir. Donc il y a un moment où qu'est-ce qu'on va faire? SQL, en background aussi, il va décider de faire un merge. Pourquoi? Parce que là, je vois qu'entre 200 et 299, je vous rappelle que dans les delta files, je n'ai que des deletes. Donc là, j'ai presque plus de 50% de ce fichier qui est constitué uniquement d'enregistrements qui n'existent plus, qui sont supprimés, qui sont deletes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regrouper en range 200, 399. Mes deux gros ici, je vais les regrouper. Je vais supprimer les deux fichiers et j'en aurai plus qu'un seul, ici, de 200 à 399, ce qui me permet de ne pas toucher aux autres. Et ça, c'est un processus en background qu'on appelle le merge operation. Il est possible, en cas d'urgence, de le lancer manuellement. Donc il va essayer de voir deux par deux tous les data files qu'il va pouvoir supprimer, data file, delta file, qu'il va supprimer et qui va compacter en un seul fichier. Le but, c'est toujours aller le plus vite possible. Donc, capacité de 2 à 3 fois la taille. Donc, ça, c'est la capacité sur disque. D'accord? Tout à l'heure, on parlait des capacités en mémoire. Là, on est sur disque. Sur disque, il faut prévoir de 2 à 3 fois la taille pour une table durable. Il n'y a que les tables durables qui vont sur disque. Les tables qui ne sont pas durables, elles ne vont pas sur disque. Prendre un device qui fait du sequential bandwidth, qui est le plus efficace possible en accès séquentiel. Quand vous prenez n'importe quel disque, vous avez des utilitaires du style IOSIM ou les trucs comme ça, SQL IOSIM, et vous pouvez décider de faire de l'accès random ou de l'accès séquentiel. D'accord? Jusqu'à présent, avec SQL Server, c'était de l'accès random. Là, il faut tester l'accès séquentiel. Plus le device est performant en accès séquentiel, mieux il sera. Pour le log, alors le log est très important. Le log a toujours été important pour SQL. Mais là aussi, il est très important. Pourquoi? Parce que les transactions sont marquées dans le log. Le checkpoint process en background, il lit le log pour mettre à jour les data files et les delta files. Donc c'est toujours le log qui peut être un goulot d'étranglement. Donc si on veut avoir une belle performance de in-memory, il faut avoir de bons disques. Et en particulier pour le log. On va voir comment fonctionne un peu le log un peu après. Donc gardez ça à l'esprit. Pour avoir de bonnes performances, il faut aussi avoir quand même de bons disques. Comment fonctionne le log? Contrairement à ce qui est fait au jour d'aujourd'hui dans SQL Server, le log record est généré uniquement à commit time. Au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'on fait une action, on écrit dans le log, d'accord? Je fais un insert, j'écris dans le log, une fois que c'est écrit dans le log, je rends la main à l'utilisateur. Là, ce n'est pas comme ça. Là, je garde toutes les actions que je fais, insert, update, delete, et une fois que je fais commit, j'écris dans le log. Un seul coup. D'accord? Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Pourquoi? Parce que même si je crache, ce qui n'a pas été fait ne sera pas à refaire et ne sera pas à défaire. Donc, tout ce qui n'est pas commité, il n'y a pas de raison de l'écrire.
D'accord? Donc, le log, il y a un log record qui contient toutes les informations de ce qui ont été fait. Les dirty data, c'est-à-dire les data qui ne sont pas committées, ne sont jamais écrites sur disque. Donc tout ça, c'est des choses qui font aller plus vite. Au jour d'aujourd'hui, vous faites des modifications, c'est écrit dans le log, vous faites rollback, et bien il écrit un ordre de rollback. Mais tout a déjà été écrit. Alors que là, vous faites rollback, et bien on n'écrit rien. Voilà, tant pis pour vous. Et il va essayer de grouper les log records dans un groupe de 24 KB à peu près, de telle manière à pouvoir faire des I/O le plus performant possible. Une petite démo. Ça va faire souffler. Ça va en réveiller certains. Alors, T-log, voilà. Vous voyez là? OK. Connecté. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une table, in memory, et je vais créer la même table sur disque uniquement. D'accord? Donc là, je crée mes deux tables. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, dans ma table qui est sur disque, je vais mettre une centaine de records. Je fais un begin tran et je fais un commit. Voilà. Maintenant, allons voir ce qu'il y a dans le log. Allons voir ce qu'il y a dans le log. Normalement. Il devrait répondre. Ah, quand même. On voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, en bas, il y a 200 records. Pourquoi 200 records? Parce que j'ai un record pour ma table de type heap et un record pour mes index. Vous vous rappelez? Tout début, schéma, où il y avait nos tables sur disque, mais dans le log, il fallait aussi maintenir les informations au niveau des index. Donc là, j'ai modifié 100 records, j'ai eu 200 records, j'ai eu 200 enregistrements créés dans le log. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose sur une table, sur la table in memory. Donc j'en mets 100. Pareil, ça va même plus vite, évidemment, puisqu'il y a une memory, crétin. Et maintenant, je vais regarder ce qu'il y a dans le log. Il est bien long, mon log. Tout à l'heure, il était mieux. Il est bien long, mon log. Voilà. Ah bah oui, parce que j'ai fait l'autre démo aussi, donc mon log, il s'est quand même rempli. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 records. Donc je suis passé de 200 écritures à 3 écritures. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un begin, un commit, et un log et un record qui s'appelle lop HK. HK pour Hekaton. Java, vous voyez marquer quelque chose HK, c'est que c'est lié au in-memory, c'est lié à Hekaton. Et regardez la taille du record. Il est beaucoup plus gros. Mais c'est plus efficace d'en écrire un gros que 200 petits. D'accord? C'est comme au rugby, un gros, c'est plus efficace que 200 petits. Et maintenant, il y a une petite commande qui n'est pas supportée, donc vous n'avez pas le droit de voir, qui permet d'aller voir ce record-là, ce record de gros, de pouvoir l'éclater complètement. Et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dedans? Eh bien, j'ai 102 enregistrements. Pourquoi 102? Eh bien, parce que j'ai un premier pour le begin, j'ai un dernier pour le commit, et j'ai les 100 modifications qui ont été faites. Donc mon log, on voit la vie de mon log est foncièrement différente. J'écris beaucoup moins, j'y accède beaucoup moins. Quand j'y accède, c'est un bon coup, mais au moins je serai beaucoup plus rapide. Je n'écris pas ce que je n'ai pas à faire. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme style de device? Eh bien, un device style SSD, c'est pas mal.
c'est bien. Et là, on est sûr de pouvoir avoir une performance au niveau hécaton qui soit suffisante. Donc, on a une vie du log qui est très très différente du log traditionnel. On va retourner à la présentation. Le checkpoint. Le checkpoint, c'est le processus qui permet de remplir les data files et les delta files. D'accord? Maintenant, quelques chiffres qui peuvent être intéressants de savoir. Il crée ce qu'il appelle un checkpoint file pair. Facile à dire. CFP. Le CFP, c'est le couple delta files, data files. Ils vont toujours par deux. D'accord? Max, à peu près, c'est 8192, enfin, c'est pas à peu près, c'est comme ça, c'est 8192 CFP par base. D'accord? Par base et pas par table. C'est une limitation au jour d'aujourd'hui. Donc le checkpoint process, il essaye il remplit les CFP à partir du transaction log. C'est ce qu'on a déjà vu. Automatic checkpoint, il est fait quand le log est à peu près, depuis le dernier, a augmenté de 512 mégas, à peu près. Quand il voit qu'il peut merger deux CFP, eh bien, il va les merger. Ça va permettre de rester en dessous de ma limite de 8192. D'accord? Donc, vous vous rappelez le processus de merge. Je mets toutes mes transactions dans un seul data files, je réduis mes delta files, je supprime deux fichiers. Deux couples. En fin de compte, je supprime deux couples. La vache. La taille idéale des CFP, alors ça je l'ai découvert, c'est bizarre, c'est en fonction de la taille mémoire de votre machine. Il va déterminer ça comme taille optimale de CFP. C'est quoi la taille optimale? C'est que votre data file, il va grandir. Et à un moment, il va se dire, il faut que j'aille créer un autre data file. Donc c'est comme ça qu'il va lier la notion. Donc pour une machine inférieure à 16 gigas, c'est 16 mégabytes pour un data files et 1 mégabyte pour un delta files. Et puis vous avez le chiffre en dessous, je n'ai pas besoin de le lire. Vous savez le faire. Mais ça, c'est en fonction de votre taille mémoire. D'accord? Au niveau storage, encore, total limit in memory size for all durable table, c'est 250 gigas. All, c'est durable, hein, donc ça veut dire celles qui sont schéma and data. Une table de 250 gigas, elle va à peu près avoir besoin de 500 gigas de storage. Et à peu près 4000 CFP. D'accord? On peut supporter jusqu'à 8000 CFP ou 1 Tera. Je vous rappelle que tout ça, c'est la V1. La V2 est en cours d'étude. Donc ça pourrait bouger. Ça pourrait bouger, j'en dirai pas plus. Non, j'en dirai pas plus. Le privilège Manage Volume Name, il peut être intéressant à l'associer au compte de service SQL. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que faisait SQL avant, là, il va être beaucoup plus obligé de créer des fichiers. Avant, ce privilège-là, il était utile pour la création de databases. Pourquoi? Parce qu'il initialise le fichier de la database. Il n'était utilisé que pour les fichiers MDF et NDF. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'initialiser le fichier du log. On ne va pas aller taper n'importe où dans le log. Donc ce privilège-là n'avait aucun intérêt, même si on créait un gros log. Par contre, si on crée des gros MDF, NDF, oui, il était intéressant. Là, on va créer des data files et des delta files. Et il va déjà mettre une taille, pour éviter de les étendre en permanence, il va déjà calculer sa taille optimum en fonction de sa taille mémoire. D'accord? Donc là, ça peut être important d'avoir ça. Et au fur et à mesure, ne pas oublier qu'il y a le processus de merge. Le processus de merge, il ne va pas se faire dans un fichier obligatoirement existant. Il va recréer un fichier, il va en supprimer. Donc ce privilège peut être intéressant pour avoir une meilleure gestion des disques.
Eh bien, on a réussi. On est rentré, a priori, dans le temps. Il y a beaucoup plus de slides dans la présentation que ce que je vous ai montré, pour rentrer un petit peu plus en détail sur pas mal d'opérations. Donc, dès qu'elles seront disponibles sur le site GUS, vous pourrez les télécharger. Je vous conseille de voir ça. SQL 2014, il est là. La prochaine version viendra. Essayez déjà avec 2014. Ne vous barrez pas sur les limitations. Les limitations, elles ne sont pas si importantes que ça. Quand on y réfléchit réellement, en fin de compte, on peut en bypasser de façon relativement simple. Par exemple, il y a une limitation, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir une colonne de type identity dans une table in-memory. Au jour d'aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Eh bien, il y a les séquences. Créer une séquence dans la base, c'est un moyen de contourner le problème de l'identity. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Le trigger sur une table qui est à fort potentiel de modification, ce n'est pas spécialement une bonne idée. Donc, je pense que normalement, vous auriez déjà enlevé les triggers. Les contraintes, eh bien, il faudra peut-être les passer un peu plus du côté applicatif que les faire par des checks contraintes. Donc, toutes ces limitations, elles peuvent sauter. Le but, c'est vraiment performance. Performance, enlever la concurrence d'accès. D'accord ? Et s'il vous plaît, messieurs, dames, remplissez les évaluations. D'accord ? On en a besoin pour l'année prochaine. Enfin, si, l'année prochaine. Donc, remplissez les évaluations. Vous les avez sur GUS. Chaque session, je vous le demande, s'il vous plaît, remplissez. Mettez vos commentaires, ça permet de faire avancer les journées SQL Server. Ne pas oublier que le GUS, c'est une association, donc tout le monde peut y participer. Donc, c'est un bon truc pour nous. OK ? Ben, je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous n'avez rien vu. Mais si. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère ne pas avoir été trop compliqué, mais en 1 heure, c'est difficile à couvrir. Il y a beaucoup de choses à dire. Pardon ? À quand la V2 ? Est-ce qu'il y a des questions ? Elle vient avec la VNext. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé d'avoir la réponse. Mais au jour d'aujourd'hui, le seul truc qui a été montré sur la VNext, c'est au keynote du Pass Submit. Il a été montré, donc là on a le droit d'en parler, c'est l'intégration des column store index dans Hekaton. Non-cluster, updated. Donc ce n'est pas le clustered column store index, pour ceux qui le connaissent, c'est le non-clustered column store index, mais qu'on peut mettre à jour dans Hekaton. C'est assez impressionnant. Parce que alors là, vous faites de l'OLTP sur un système que vous pouvez utiliser aussi en DataWare. Bon, c'est la seule fonctionnalité qui a été vraiment montrée, enfin à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a eu d'autres dans d'autres sessions, mais je n'ai pas vu. Donc c'est la seule dont on peut parler. D'autres questions ? Oui ? Est-ce que le serveur a besoin de mémoire pour fonctionner de façon classique ? C'est mieux. Est-ce qu'on isole du coup la partie qui est utilisée pour la partie stockage des tables en... Non. Alors la question c'est, est-ce qu'on isole la mémoire utilisée par SQL Server entre la partie stockage traditionnelle et une memory, c'est ça ? Oui. Non, ça c'est SQL qui s'en occupe. D'accord ? Donc il prendra la mémoire qu'il faut. Attention par contre, sur le min server memory, le max server memory. Là, au bout d'un certain temps, dans votre production, vous connaissez la taille de vos tables en mémoire, in memory, à peu près, en espérant de connaître à peu près leurs variations. Donc, à vous d'estimer la bonne mémoire. Si vous êtes sur un failover cluster, ne vous faites pas piéger. Quand la table passe de l'autre côté, elle est in memory schéma and data. Il va essayer de la recharger. S'il n'a pas assez de mémoire pour SQL, votre base, elle va rester offline. Il ne la démarre pas. D'accord ? Quand vous n'avez plus de mémoire et que vous faites une transaction, il vous shoot. Il dit non,
Il n'y a plus de transactions possibles. Mais contrairement à le mode de fonctionnement out of space traditionnel, d'accord, là, on ne peut pas supprimer les enregistrements pour libérer de la mémoire. Parce que quand je supprime d'enregistrement, je fais quoi? J'en rajoute. Entre guillemets. Donc, je ne peux pas supprimer les enregistrements pour libérer de la mémoire. Donc, il faut une gestion. Le but, ce n'est pas de mettre des grosses tables. Le but, c'est de mettre des tables sur lesquelles on a de la contention, des tables d'état, des numéros de tickets dans un système de réservation, je ne sais pas moi, tout ce genre de trucs sur un site internet, les tables d'état des différentes sessions, par exemple des paniers, parce que ça c'est un truc qui peut bouger beaucoup. Un des plus gros consommateurs de Hekaton aujourd'hui, c'est la société bwin du pari en ligne, d'accord. Eux, ils savent très bien qu'au moment où ils ont un résultat qui arrive, il va falloir mettre à jour toutes les cotes de tous les parieurs, machin, etc. Sans Hekaton, ils n'y arrivaient pas. Si vous voulez voir une belle démo de Hekaton, allez voir cette vidéo. Elle est sur le site Microsoft, elle est sur d'autres, elle est à pas mal d'endroits. Ça vaut le coup. Eux, ils sont rentrés sur Hekaton même en programme bêta. Ils sont partis en production dessus parce que c'était leur seul moyen de survivre et de monter, et ils ont multiplié par 10, je crois. Franck, c'est ça à peu près? C'est plus que ça? Ils ont multiplié par 80 leur nombre de transactions. Ils n'y arrivaient pas. Ils avaient beau acheter des ordinateurs, acheter des disques, ils n'y arrivaient pas. Ils ont mis Hekaton, ils ont monté par 80 leur nombre de transactions. Pour eux, c'est de 1 million de users à 80 millions de users. C'est énorme. Voilà. D'autres questions? En France, ben, le problème c'est que moi je suis au support, donc je connais que ceux qui ne marchent pas. Donc ceux-là, ils ne m'ont pas appelé. Donc il y a deux solutions à ce problème-là, c'est soit c'est pas installé, soit ça marche bien. Alors j'espère la deuxième. Bon, pour être honnête, j'en connais pas énormément en France. Il y en a d'autres worldwide. En France, j'en connais pas énormément. Par contre, il y a beaucoup de projets qui sont en démarrage sur Hekaton. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça paraît super bien, mais après, quand on regarde, ça vaut le coup de le faire que dans des cas vraiment relativement précis. On est sur du fort ELTP. Au jour d'aujourd'hui, quand vous vous baladez sur le marché, il y a combien d'applications qui font vraiment du fort ELTP? Pas tant que ça. De l'OLTP, oui, mais fort. C'est-à-dire qu'ils sont limités par déjà la concurrence d'accès en locking, etc. Maintenant, il y a tous ceux qui n'ont pas pu se dégager, et je pense en particulier au site web, sur la gestion des états de session, des machins comme ça. Parce que là, par contre, là, en général, là, ils ont un goulot d'étranglement. Donc je pense que ceux-là, oui, il y en a beaucoup qui sont en train de regarder. Non, puis 2014 n'est pas si vieux que ça encore, hein, quand même. Hein. Même si la VNext arrive prochainement. Non, je n'aurai pas la date. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, ben, je vous remercie. Et puis, à une prochaine visite.